Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans J2B, Journal de bord, votre émission consacrée à l'actualité compétitive du jeu One Piece Card Game. Donc, dans ce nouveau format, on va parler de l'actualité, des nouveautés compétitives du jeu, des decklists qui pourraient top. Vraiment, une émission consacrée à l'actualité et au jeu One Piece. C'est un truc que je voulais mettre en place depuis très longtemps. Et quoi de mieux que commencer par ce premier épisode et cette première chronique, ce petit peu journal d'information sur l'actualité de One Piece, que de traiter des Worlds. Ah là là, ce week-end, on en a eu des retournements de situation. Ce week-end s'est déroulé, messieurs, dames, l'un des plus gros événements dans le monde de One Piece, hein, Card Game. Effectivement, on a eu les Worlds de One Piece. Ça s'est déroulé ce week-end. Et au travers de cela, on a eu pléthore d'informations et un événement qui était encadré par Bandai, évidemment, comme d'habitude. Donc, au programme de cette vidéo, on va parler du coup des Worlds. On va faire un récap des Worlds, de l'événement en lui-même. On va parler de quelques annonces qu'il y a eu. On va pas traiter l'ensemble des annonces qui ont été faites en fin de stream. On va étaler ça sur plusieurs vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter. Donc, dans le cadre de cette vidéo, on va parler du coup des Worlds, de l'event, du format, des decks qui ont été joués, des questions sur le déroulement et la mise en place des événements comme les Worlds par Bandai. On va également parler de la roadmap qui a été leak en fin d'événement pour la rotation, la synchronisation, bref. On va également parler de la banlist qui est sortie le lendemain de l'événement. Au moment où je tourne la vidéo, on est à J+1 de la sortie de la ban, on est le 17 mars. La banlist sera effective notamment du 1er avril en même temps que la rotation. Donc, on va parler de ça au travers de cette vidéo. Donc, pour commencer, donc les Worlds. Les Worlds, qu'est-ce que c'est? C'est un format très particulier. On va parler donc des Worlds. Les Worlds de One Piece, c'est un format particulier, c'est la hype, c'est la crème de la crème, c'est le summum des meilleurs joueurs. Donc, dans le cadre de cet événement, Bandai, pour l'année 2025-2026, a réuni les 34 meilleurs joueurs de chacune de leurs régions. Donc, c'est un format qui a été divisé donc, sur 5 rounds suisses, hein, au préliminaire d'une round classique au niveau de l'arbre de gestion des matchs. Au niveau de la distribution du stream, c'est là que beaucoup de personnes ont été déçues. Les Worlds dans les TCG, c'est l'avènement, c'est le regroupement, c'est le summum de ce que le jeu peut proposer. Donc c'est des joueurs très très expérimentés, c'est des decks qui sont méticuleusement choisis en amont parce que les Worlds, peu importe le TCG, souvent c'est des formats close où tu as très peu de joueurs. Les gens vont chercher à avoir des pics dans des match-ups très particuliers. Donc c'est vraiment ce truc où tu as cette c'est vraiment la technique et les joueurs qui vont permettre de mettre en avant les decks et les archétypes plutôt que les decks qui se mettent en avant par eux-mêmes. Et la plupart des gens ont été assez déçus de ce que Bandai a mis en place pour cet événement. C'est-à-dire qu'au niveau de la diffusion, bah, en fait, on a eu l'impression de regarder un Bandai Fest classique. C'est-à-dire que les mecs, ils t'ont fait un stream. Ils ont dit, bah, au début, ce sera du Digimon, t'auras du One Piece, t'auras du Gundam, t'auras. Bref, en fait, Bandai n'a pas mis en place un stream dédié à l'événement des Worlds. C'est vraiment un stream compact, le truc que je crois il doit faire 10 heures, où tu as de tout et de tous les TCG. Je crois que sur YouTube, tu peux retrouver le record de la VOD dédié à One Piece. Mais en tant que fan, et comme de nombreuses personnes sur Twitter, on a été extrêmement déçus du fait qu'on n'ait pas un stream dédié à l'événement. Parce qu'en fait, au niveau de la diffusion des matchs, ce qui a été record, c'est les demi-finales, enfin le quart de finale, la demi, la personne qui a été dédiée pour la troisième place et la grande finale où on avait les deux meilleurs joueurs. Et c'est assez décevant. En fait, on aurait bien voulu avoir un stream dédié où tu vois la poule complète des 34 joueurs. Mais bon, on, on fait ce qu'on pense qu'on a à faire. De toute façon, je pense que Bandai est conscient de ce qu'il propose. En fait, quand tu compares avec les autres scènes, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Riftbound, qui va être beaucoup plus de moyens pour mettre en avant leur jeu, on se dit, putain, c'est quand même le jeu, il a 3 ans, il va avoir ses 4 ans.
Et on est corps sur un format, t'as l'impression de regarder n'importe quel Bandai Fest. En fait, tu vois pas trop de différence entre le Bandai Fest et les Worlds au niveau de la. Je parle en termes de production. Pas en termes de niveau de jeu, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés. C'est les meilleurs joueurs du monde, littéralement, hein. Les 34 qui ont été qualifiés. Mais ben, je suis très déçu quand même Bandai ne prenne pas le jeu. J'ai l'impression qu'on ne prenne pas le jeu au sérieux en fait. Le fait qu'ils ne mettent pas un stream dédié uniquement à l'événement, même en termes de couverture médiatique. C'est-à-dire, c'est quand même ces streams-là où Bandai fait les grosses annonces, fait les gros leaks, enfin que tout le monde reste jusqu'à la fin pour vraiment voir le climax des révélations et des spoils, tu vois. On, on est content que ça existe, mais on a vraiment ce truc de. Dommage. Enfin bref. Fin de l'aparté. Et donc, on a un prize pour le top 3. Donc, le prize pour le top 3, je vais vous le montrer du coup jusqu'à cet instant. On avait du coup les dons. Ça, c'est ce qu'on avait pour les lots de participation. C'est-à-dire que les personnes qui voulaient qui participaient, donc les 34 joueurs, ont eu l'opportunité de récupérer cette donne, le Feed Championship, les sleeves et le playmat Gear 5. Je peux vous mettre un autre visuel normalement que j'ai pu récupérer. Hop, si je vous le montre juste ici, on voit un petit peu les prix. Ça, c'est les prix de revente, de ce que je comprends sur l'événement ou sur le shop. C'est des choses qui étaient uniquement accessibles là-bas. J'ai d'autres visuels qu'on a pu récupérer, notamment sur Twitter. Twitter, c'est vraiment là où on a toutes les informations relatives au jeu. C'est super cool. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps dans la communauté de mettre en avant le jeu et de relayer les informations. Et là, on voit beaucoup mieux. Donc là, c'est le t-shirt que les joueurs avaient au niveau des Worlds et les lots de manière globale. Mais pour les grands champions, les grands gagnants, les gens qui sont le top 3 des meilleurs joueurs mondiaux, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils repartaient avec ça, les gars. Ça, c'est quoi? C'est la prize card Luffy pour la première, deuxième et troisième place. Donc chacun avec le gold, silver et bronze. Ah, et le présentoir, il envoie, hein. Autant tu peux te poser des questions sur la scène, sur la diffusion, tout ce que tu veux, mais les prizes, Bandai, ils maîtrisent leur karaté, tu vois. Ils savent bien faire les choses. Donc ça, il n'y a pas de souci. On voit les cartes, sont super belles. Je vais essayer de vous trouver en la vidéo pour qu'on voit mieux au moment où ils ouvrent et ils révèlent la carte. Mais franchement, la Luffy est très très belle. Donc c'est sûr que c'est des cartes qui ont une value monétaire extrêmement importante. Donc il y a vraiment de l'enjeu pour ces Worlds à récupérer les cartes. Parce que derrière, c'est des lots que tu peux revendre et ça te change une vie. C'est des lots qui vont partir à des sommes faramineuses qui n'existent en un seul exemplaire. Donc c'est toujours ça de prix. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, on a fait les lots, on a fait les 2 minutes où on chouine parce que la prod, c'était pas trop ça. On va parler des match-up du jeu. Alors, ce que vous avez là, c'est le bracket des 34 joueurs qui étaient présents donc, lors de l'event. Majoritairement, les decks les plus représentés, c'est Imu, Ace, Mihawk. Donc, c'est les 3 leaders de tête, hein. C'est dans le format 14.5, c'est vraiment les meilleurs decks que le format peut proposer. Imu, Ace, les maîtres de la consistance, savoir faire de la gestion de cartes, de gestion du board, gestion de la main. Des bodies qui sont très durs à trade, que ce soit pour Imu, le fait que tu peux pas les remove, ou dans Ace, qui peut accumuler très vite des Whitebird, donc des Edward Newgate coste 10. Mihawk, un deck qui a une grande capacité de contrôle, soit pour freeze des personnages en actif ou reste. Boa Hancock, donc avec 5 représentations, qui était un des decks les plus agressifs, hein, jaune. Là, on est vraiment dans ce format, dans le format qui se design pour l'OP15 et plus. C'est vraiment jaune qui va être la couleur prédominante, même si bleu a reçu un nerf avec la rotation, avec la perte de Red Rock, comme on a pu voir dans la précédente vidéo dédiée à la rotation. La couleur jaune reste prédominante et très très forte. Donc Boa Hancock qui a encore beaucoup d'armes pour pouvoir faire une place dans la prochaine méta. EP Luffy, l'ancien deck qui était tier 0 à son prime, avec le package Katakuri, notamment avec la Big Mom et Katakuri en fait. EP Luffy qui a su se renouveler, avoir des nouveaux costs à aller jouer avec Sanji, cost 9, donc on peut notamment penser au Mihawk qui renvoie en main. On a Roger qui passe son leader à 8000. Et on a des personnages qui peuvent rush, notamment le Luffy de OP9. Donc c'est un deck qui a encore du potentiel, malgré le problème qui est sa curve. Le fait que si tu open on curve ton Sanji, en fait, le combo du deck à résoudre, c'est
Effet leader, Rectuto Sanji à 8 donnes, remet un gros cost, à ton deuxième draw. Tu pioches la carte que tu veux tuto, le counter d'event, le giant, et après tu joues ton gros cost avec ton Sanji à 9. Mais quand tu l'open pas, c'est dur. C'est très très dur. Sabot, rouge, noir, un deck contrôle aggro qui peut facilement être très défensif avec ses bloqueurs qui passent 8 de cost et le fait que le leader booste l'ensemble de tes personnages lorsque tu as 2 cost 8 sur le terrain et qui est, grâce à la couleur rouge, qui est très agressif. Vous avez des dragons qui peut jouer le package Roger avec l'accès facile à la tuto avec Garp. On a Doflamingo, un Doflamingo, le deck contrôle qui est très technique à jouer. Doflamingo, c'est vraiment être sur le fait de rediriger les attaques, choisir au bon moment quel personnage à toi de KO, à quel moment tu prends tes PEV, comment tu cycles tes events de la trash avec la viola bloqueuse, comment tu recycles tes events. Un deck de gestion très technique. On a RG Luffy, un deck qui a une grande capacité défensive avec le fait que lorsqu'il a un cost 5, enfin lorsqu'il a 5 donnes, il puisse convertir ces 5 donnes en counter 2000. C'est très puissant, notamment que derrière, avec le package rouge, il vient te taper le crâne. Nami, counter Boa, deck Stroa qui peut jouer notamment et abuser de la nouvelle Robin, la nouvelle Nami, sortie dans EB3. Et Crocodile, le nouveau deck noir Freeze qui a un petit peu de mal à se faire de la place, mais qui a été représenté quand même. Donc voilà. Globalement, de ce qu'on a vu en quart de finale, les matchs, ça a été du coup le Luffy rouge-vert qui a réussi à se mettre en avant contre, si je dis pas de bêtises, Doflamingo. Et après, on a eu les poules des quarts de finale. Donc, si je retrouve ma slide. Donc, si on passe sur la demi-finale, la demi-finale a opposé du coup Johnson à Savirix qui est de NA et Johnson qui est de Taïwan, il me semble, qui jouait du coup la decklist de Ace. Son Ace, il était terrifiant, hein. Il est en 5-0 et on avait Saviris qui était en 4-1 avec Doflamingo. Donc au niveau des listes, j'ai fait l'inspection et j'ai été récupérer ça. Donc là, vous avez du coup la liste qui était jouée par Johnson. Donc des tech cards assez intéressantes, un round table qui est là pour aller trade dans les bodies. On a des cartes comme Cavendish pour pouvoir cycler rapidement la main. On peut avoir des cartes pour bottom avec Atmos. On a le Visa, le Vista double attaque. Franchement, je suis assez surpris de le voir. C'est une carte qu'on voit pas souvent dans les cartes Ace. On a également Radical Beam, un event qui appartient malheureusement avec la rotation, mais très très puissant. Et les Red Rock, meilleure carte de contrôle pour gérer tous les gros costs. Et le but du deck, ça a vraiment été de spam, spam, spam. Les Whitebird, on n'a pas la présence de Taxgate ou du Whitebird qui met plus de 1000, celui d'OP2, si je dis pas de bêtises, le rouge. On est vraiment sur la stratégie défensive avec l'event à 8. On booste le leader à 8000 si on le souhaite et qu'on est dans la range pour se permettre de prendre l'event et le hit. Et le but, ça va être de jouer les Whitebird blockers. Là, on a le Jozu, counter 2000 qui est en x3 et la Uta qui est en x2. Donc, comme on a beaucoup moins de gros cost dans le deck avec cette version, on peut comprendre l'intérêt de cut la carte. Et le deck, ça a vraiment été, tu joues en early, tu joues en mid-game, tu vas jouer range. Enfin, tu vas pas jouer range, tu vas jouer en des cost 4, cost 6 avec cette version. Et en fin de game, tu spams. Tu fais event à 8 sur event à 8 sur event à 8. Et c'est ce qui s'est passé en game, notamment la game sur le BO3. Genre en fait, les games sur le top 4, c'était un format qui était en BO3, c'est-à-dire qu'on avait dans One Piece c'est du BO1, c'est-à-dire qu'on fait un match et le match c'est ton résultat. Là on était sur un format qu'on peut retrouver sur les autres TCG en BO3, c'est-à-dire que c'est le best of 3, enfin best of 3, bon, mon accent anglais au secours, j'en ai canné. C'est le joueur qui fait le meilleur résultat sur 3 matchs, donc celui qui finit en 2-0 ou en 2-1, qui gagne la partie. Donc la game s'est jouée en 2-1 pour Johnson. Johnson qui a gagné contre Doflamingo, si je vous retrouve la liste, elle est juste ici, de Savirix. Donc il y a la dernière game, franchement, a été très compliqué pour Doflamingo. Johnson, il a réussi vraiment à accumuler 4 gros Whitebird sur le board et il enchaînait les bloqueurs. Il enchaînait, il enchaînait, il enchaînait. On avait un Doflamingo qui était en difficulté, qui essayait de, avec les violas de recycler en boucle les events comme Slow Slow Beam, mais ça n'a pas suffi. Et c'est donc du coup le
Ace qui finit en troisième partie. Pardon, j'étais en train de. J'étais parti loin là. C'est donc Whitebird qui prend la troisième place de ces Worlds. Et on enchaîne avec Wasina et Ti Han Young qui jouaient respectivement Imu et EP Luffy. Donc c'est les deux meilleurs decks de chacun. Chacun des deux decks de la finale a été premier de son format. EP Luffy qui était le deck tier 0 du format de l'OP11 et Imu leader de l'OP13 qui était vraiment l'un des trois trinités de l'OP13 qui encore aujourd'hui peut faire des résultats mais avec l'arrivée d'OP15 j'ai mis des doutes, le deck existera encore mais sans avec l'arrivée du leader Lucy et l'Event A4 qui bounce le stage en main, j'ai mis des doutes sur le j'ai mis des doutes sur Imu. Enfin bref, bien piloté, c'est un deck qui est ravageur et dévastateur. Donc au niveau de la decklist de EP Luffy, un deck qui m'a vraiment surpris au travers de ce tournoi, mais qui malheureusement en finale n'a pas su développer son board comme il le voulait. Donc dans cette decklist, on retrouve du coup les Mihawk et on a un deck les gars qui brille. Il brille fort, 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 fort. On a les Mihawk de Championship. On a 4 mangas Sanji, une manga Luffy et les event mangas qui sont juste beaucoup trop beaux. Donc là-dedans, on peut retrouver du coup l'arrivée de la Big Mom de EB3 qui permet de cycler la main en faisant draw 1 et remet une carte au top. Donc avec le Sanji, c'est une super carte qui, on KO également, peut remettre un PEV. Une seule pudding, une carte qui est là, qui sert de toolbox, qui peut faire de la dépanne en vrai. C'est vraiment en fonction du match-up, tu vas la jouer, tu vas pas la jouer. Roger coste 8, dans lequel on avait déjà une vidéo qui est vraiment incroyable pour ce deck, vraiment une custom card. Et voilà, globalement, c'est une decklist assez classique des nouvelles versions de EP Luffy. Pour ce qui est de la decklist de Imu, c'est pareil, on est devenu sur quelque chose de assez classique, hein. Imu, le fait que le deck est vraiment dépendant de son package Elder, bah t'as toujours pas beaucoup de slots dans le deck. On a deux counter 2000 Shirahoshi qui ont été délaissés par rapport au counter 2000 tutorisables. On a 3 Event Garb. Event Garb, une des meilleures techs pour le deck. La carte est trop bien. Pour 1, tu fais plus 3000. En gros, quand tu as 10 cartes dans ta trash, tu peux récupérer un personnage coste 2 ou 3 ou moins, si je dis pas de bêtises, de la trash. Et tu peux derrière contrer avec. En fait, virtuellement, c'est un event pour 1 qui peut faire plus 3000 sur personnage ou leader. Ce qui est super parce que contre les decks en early qui vont venir swing, je sais pas, à 7, tu peux contrer facilement à 8, donc c'est super. Grundes, l'event qui est trop bien, Grundes. Pour cet event là, il te permet de rendre vanilla n'importe quel bloqueur. Donc pour les finish avec Nojuro, c'est excellent. Et après, classique, hein, le x4 sur le reste, hein. Imu, actuellement, il n'a pas trop de cartes qui peuvent se permettre de jouer. Et les events à 1, pour l'instant, on n'a pas une toolbox assez grande d'events à 1, sachant que ceux qui sont déjà disponibles sont très bien. On verra à la suite comment le jeu va évoluer. Et donc là, on retrouve du coup une photo qui était à la fin de l'événement de nos 4 finalistes. Donc franchement, les games étaient vraiment pas mal à regarder malgré le peu de quantité qu'on a eu. Ça, c'est des photos qu'on peut retrouver du coup en off de l'événement. En fait, l'événement il s'est vraiment déroulé euh, en parallèle. C'est-à-dire que Bandai, pendant qu'ils faisaient le stream de Digimon et des autres, on avait les rounds qui étaient en amont dedans. Et une fois que le top 4 a été défini, au niveau des rounds, c'est là qu'ils ont commencé à brancher le stream et à diffuser. Donc sinon, on va dire l'envers du décor, c'était ces photos-là qu'on a retrouvées, dans lesquelles ben, chacun puisse jouer. Donc franchement, ça doit être très impressionnant de participer à ces événements-là. Même, je ne sais pas si sur place, on a la possibilité de venir au World en tant que spectateur. C'est vraiment une sacrée expérience quand même venir regarder ces matchs-là. Mais le fait que, ben, tu vois, c'est pas trop ouvert en fait. C'est ça qui est assez frustrant en fait. Tu vois, je prends un exemple de ce que je connais, parce que je peux pas trop, je vais pas je vais pas parler de ce que je ne connais pas, il n'y a pas d'intérêt. Si on prend par exemple Yu-Gi-Oh, c'est quelque chose que je connais bien.
au niveau des Worlds, c'est un format qui est du coup sur le même principe sur la sélection, qui peut être ouvert aux spectateurs. On a des scènes, on a des amont, on a une billetterie exclusive dans laquelle on a le tirage au sort pour venir participer, venir voir dessus. Là, par exemple, on a eu les Worlds cette année à Paris. On avait des boutiques, tous des événements autour pour faire de la communication. On a eu beaucoup de créateurs de contenu qui ont fait en amont de la présentation, ils ont des collaborations. Et vraiment, c'était un event. Tu savais que c'était là. Et c'était dédié à l'événement. Et le fait que, tu vois, One Piece, je pense, au vu de la licence, ils peuvent très bien capitaliser là-dessus. Et on va dire, c'est des frais, c'est des coûts, ça on peut le comprendre. Et je pense que Bandai, par la suite, j'espère vraiment qu'ils vont développer en amont ce format des Worlds et le revoir pour dire qu'on est plus système de diffusion et qu'on les personnes ont la possibilité de venir sur place. Et ce serait vraiment cool. Dernière chose qu'on va pouvoir voir, c'est effectivement, c'est que chaque World, en fait, depuis le début du jeu, aura été gagné par un deck noir. En 2023, c'était Sakazuki qui gagnait les Worlds. En 2024, c'était Lucci. Et là maintenant, donc en 2026, c'est Imu. C'est quand même marrant de voir que pour un jeu où tu joues des pirates, finalement, c'est les méchants qui gagnent à chaque fois. Donc bon, on verra. Peut-être que l'année prochaine, ce sera autre chose. Hâte de voir comment vont se dérouler les prochains formats. Fin des Worlds, mais en fin d'événement, on a eu beaucoup d'annonces. Dans les annonces qu'on va parler dans cette vidéo, je pense le plus important, ça va être la release. La global release va commencer avec l'OP17. Dans le cas d'une prochaine vidéo, on fera une réact, je pense, à l'OP17. Parce qu'on va parler dans une prochaine vidéo, je pense, de les annonces qu'il y a eu. Donc l'OP16, on a eu des annonces de structure deck également en amont. Donc on va voir en détail tout ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter. Donc en termes d'informations que je peux vous donner là actuellement, on a l'OP17 qui va avoir la release globale, c'est-à-dire qu'on aura la sortie simultanée au Japon, enfin, du coup en Asie et pour le reste du monde sur l'OP17. Et la roadmap. On est donc parti donc pour la roadmap. Donc on est là, on a eu toutes les infos, le calendrier jusqu'en fin 2026. Donc en avril, on a l'OP15 EB4 qui sort. Donc ça sort le 3 avril, la rotation c'est le 1er. La banlist c'est disponible le 1er. Donc on va avoir beaucoup de changements en amont sur ce format dessus. Le format il pourra se poser jusqu'au mois de mai. Au mois de juin, on aura la sortie du coup de l'OP16. OP16 qui a déjà leaké et plusieurs trailers. Donc on en parlera d'ici dans une prochaine vidéo en détail. Là, je vous présentais de manière globale la roadmap. Parce qu'après, j'aimerais bien pouvoir parler de la banlist. Donc, en parlant d'une prochaine vidéo en amont et plus détaillée des différentes extensions qui vont sortir. Donc, mois de avril, mai, un format beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et enfin, au mois de mai, on n'aura rien. C'est la banquière qui va être très contente parce qu'on aura enfin l'opportunité de reposer le compte en banque le temps d'un mois. Parce que depuis décembre, c'est vrai qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne pour attraper le Japon. Donc, c'est très compliqué. Là, ça va être un mois tranquille. On n'aura rien qui va sortir. Le jeu pourra se développer. Les gens pourront compléter leur collection, compléter les decks pour se préparer du coup à la sortie de l'OP16 au mois de juin. 7 qui va mettre à l'honneur la guerre de Marineford, donc la guerre au sommet, avec des nouveaux leaders, des nouvelles cartes qui sont sorties, qu'on a eu en réaction également. On a la sortie d'un ST30, donc le Luffy et Ace, qui sortira déjà dès avril au Japon. Un deck de structure qui va être là pour amener des nouvelles cartes pour des prochains decks qui vont sortir dans l'OP16. On pense notamment au Luffy et au Baggy, et également au Ace. Donc on est sur des couleurs rouges et vertes. Donc c'est des cartes qui pourront être jouées dans les leaders à venir dans l'OP16 afin d'accompagner et d'ajouter encore de nouvelles cartes disponibles, de nouveaux archétypes qui ne sont pas disponibles dans ces couleurs-là. On pense notamment à Impel Down bleu avec des nouvelles cartes et Impel Down vert. Au mois de juillet, on a le ST31 à 36 qui sort. Ça, je peux peut-être vous choper un visuel. Ça va être comme ce que Bandai fait depuis maintenant un petit moment. Ça va être de ressortir des leaders qui sont sortis dans d'anciens sets, qui vont pouvoir donc se mettre en amont, recevoir du support. Et dans ces decks, on va retrouver, donc je suis en train de chercher ici, hop, dans ce visuel du ST31 au ST36, on retrouve le Luffy du ST22, qui a encore une nouvelle fois un nouveau leader alternatif, mais qui aura notamment du support.
le Zoro de l'OP12, Kuzan qui est de la même série d'OP12, Kuzan qui a déjà eu du support notamment dans EB4, Zoro qui a perdu beaucoup d'intérêt suite à l'arrivée de Mihawk, Katakuri Violet qui va recevoir du support pour avec les ST, donc un deck qui est aimé par certains joueurs, avec la disparition en fait de Katakuri jaune avec la rotation. Certains joueurs se rabattent sur Katakuri violet car ils aiment bien le personnage. Kid, pardon, pas King. Kid jaune va recevoir également du support, un deck qui est très défensif, qui peut convertir les Supernova qui va jouer en bloqueur, et qui aura comme mécanique principale de trash les PV adverses. Et le sabot rouge-noir, sabot rouge-noir qui est un deck qui peut très bien tourner, mais en même temps qui peut être très compliqué contre la plupart des match-ups. Parce qu'en fait, il va te demander le fait que ce leader gagne ses effets lorsqu'il a 3 PV, enfin qu'il est en dessous des 5 PV, ça, c'est problématique contre beaucoup de match-up, donc je peux comprendre qu'il sorte encore du support pour ce deck. C'est un deck qui peut faire beaucoup de choses, mais qui relativement peut avoir de grandes difficultés, notamment au nombre de briques ou sur sa manière de jouer. Soit tu joues contrôle avec l'air noir, soit tu joues aggro, mais il y a des situations où tu sais pas trop. Des fois c'est full bloqueur, des fois c'est full aggro, donc je peux comprendre l'intérêt que Bandai lui porte pour lui mettre du support. Voilà. Si on reprend la roadmap, du coup, une fois que les ST seront sortis, donc ils sortent aussi bien en Asie que pour le global en même temps, donc ce sera au mois de juillet, nous en fin du mois et pour au Japon en début du mois. En août, on a du coup l'OP17. Donc OP17, comme j'en parlais du coup tout à l'heure, on a l'insynchronisation, donc ça va être le premier set où tout le monde récupère les cartes en même temps. À voir du coup, comme c'est le premier set où tout sort en même temps au niveau de la production, si Bandai va réussir à vraiment, avec ses producteurs, pour pouvoir avoir des allocations sur les derrière, pour pouvoir faire la distribution globale. Au niveau de l'échelle, la distribution, ça n'a plus rien à voir. C'est tout le monde récupère la carte en même temps, donc tout le monde va faire les demandes auprès des fournisseurs en même temps. Donc à voir comment la production va être gérée. Et une fois que je pense que Bandai aura réussi à réguler tout ça, même si je pense que depuis le temps qu'ils en parlent de cette synchronisation, ils ont dû avoir ils ont déjà travaillé en amont, je pense, là-dessus. Le mois de septembre, sur le même principe, on va avoir le temps de se reposer. Sauf que faut pas oublier, c'est que OP17, c'est un 7 anniversaire. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Qui dit 7 anniversaire dit grosse hype, dit grosse demande, dit grosse chess card dedans. Donc dit les tout et les travers de ce que fait C7, on l'a vu avec l'OP13 malheureusement, mais à voir en amont de comment ça va être géré, comment ça va se dérouler le 4e anniversaire de One Piece, je suis très curieux de savoir. Sur qu'au mois de septembre, on n'a rien de prévu, vraiment ça va sûrement, ce mois de vide, je pense qu'il va pas être pour rien, ça va être surtout pour dire, ok, tout ce qu'on n'a pas réussi à livrer au mois d'août, livrez-le au mois de septembre, livrez là, tel endroit, réimprimé pour tel endroit, donc on sait pas, on verra comment ils vont faire. Et du coup, octobre et novembre, on termine tranquillement l'année avec du coup EB5, donc qui vont sortir du nouveau support pour les decks qui sont sortis au courant de l'année et au P18. Voilà. Dernière news dans laquelle on peut parler avant de parler de la banlist, ça va être ce nouveau type d'événement, donc le Flame Fruit Colosseum, donc je pense que c'est la traduction littérale du pyro fruit. En fait, Bandai nous a sorti un trailer autour des Worlds. Ils allaient parler en fait d'un nouveau type de tournoi dans laquelle la prize card qui sera récupérée serait potentiellement un fruit du démon. Pour la première version, il met en avant du coup l'arc de Dressrosa dans le Coliseum. Donc on aurait un pyro fruit qui sera à gagner. Un petit peu lore accurate avec le fait que Sabo Luffy essaye de récupérer le fruit de Ace pendant l'arc Dressrosa. Donc on a des dates. On aura des dates en Europe, ce sera en Utrecht, aux Pays-Bas, pendant 4 à 6 jours, et aux États-Unis, donc en North America, à Dallas. Voilà. Et après, on aura d'autres qui devraient arriver en amont dans le reste des pays, mais pour l'instant, c'est les dates que Bandai avait communiquées sur la global release. Et très curieux de voir ce que ça donne, l'engouement et l'accessibilité de ce tournoi qui va être, je pense, très vite pris au niveau des places, au vu de l'exclusivité, parce qu'on a une seule date annoncée par région. Donc le pyro fruit, ça va être une très belle price card à récupérer. Pour ce qui est du coup de la banlist, on va pouvoir du coup noter le départ de Pudding
dans la méta. La banlist One Piece, c'est vraiment une chose qui s'est fait attendre. Vraiment, depuis son annonce, on a eu vraiment beaucoup de demandes sur qu'est-ce qui va être tapé, qu'est-ce qui va être hit, pour vraiment pouvoir réguler le format. Sachant que le format, on n'est pas sur une trinité de decks comme a pu être l'OP13, on est vraiment sur un format beaucoup plus ouvert, l'OP14 et le 14.5, avec une diversité de decks beaucoup. On n'a pas un deck qui est plus fort que l'autre, chaque deck se bat entre eux, a plus ou moins le match-up sur telle ou telle situation. De manière globale, ce qu'on retient, c'est que la couleur jaune est vraiment très très mise en avant par Bandai. Après la couleur noire, après la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur noire et la couleur verte, c'est maintenant à la couleur jaune d'avoir son propre format. La couleur violette, c'était le Straw Hat Purple, le format d'avant. Donc maintenant, ça va être Straw Hat jaune, jaune global. Donc le départ de Pudding, c'est un petit peu surprenant. Pudding, elle avait cet aspect un petit peu dans One Piece d'être un petit peu un garde-fou. C'est-à-dire que c'est le genre de carte qui, tu jouais contre bleu, tu devais toujours prendre connaissance de cette carte, te dire ok, il faut que je fasse attention à mon nombre de cartes en main, parce que sinon, si je me prends pour 4 pudding, ça me casse ma main, ça me casse mon card advantage et ça casse la manière dont j'ai cyclé mon deck lorsque j'ai bottom deck mes cartes. Donc son départ, c'est la fin des decks qui abusaient de la tuto. Enfin, c'est la fin des réponses, notamment aux decks qui pouvaient abuser des tutos. Je pense notamment à Jaune, par exemple, tu vas jouer contre des decks comme NR, qui vont facilement pouvoir accumuler des cartes en main avec le fait qu'ils récupèrent des PV en boucle, ou des decks qui abusent des tutos. Je pense notamment à Imu, qui peut facilement cycler ses cartes de sa main, à Ace, et même en miroir bleu, c'était vraiment une carte qui était à prendre en compte, à vraiment toujours tourner autour. Et l'aspect le plus puissant de la carte, c'était vraiment le fait de mélanger. C'est la seule carte dans le jeu qui dit mélange ton deck, et pas bottom des cartes. Donc voilà, son départ, c'est. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans ce format. Il y a beaucoup plus de decks qui vont se permettre d'abuser, autant pour des decks, des couleurs qui étaient moins mises en avant, comme le violet, je peux penser notamment, ou au rouge, qui généralement n'avaient pas beaucoup de cartes en main, ou pour le peu qu'il y en a accumulé, ben, c'était pas trop ça. Ben, ces decks-là ne pourront plus se faire punir par Pudding, mais le souci, c'est vraiment jaune, vert, noir, les cartes qui vraiment peuvent abuser des tutos et facilement accumuler beaucoup de ressources en main. Ces decks-là n'ont pu avoir peur de Pudding car elle est bannie. Une carte qui a été réautorisée avec la banlist, ça a été Jimbe. Jimbe, elle est revenue pourquoi? Je pense tout simplement que Bandai s'est dit la carte est power creep. Dofi part avec la rotation. C'était une carte qui était extrêmement jouée avec Doflamingo bleu ou le ST13. C'est littéralement le deck qui a eu du support avec notamment l'arrivée de la Boa Coste 4 bloqueuse et du lot. Donc c'est un moment où vraiment Jimbe, enfin Doflamingo était prédominant dans la méta. On parle du méta OP7, OP7, OP8. Donc c'est pour ça qu'elle avait été ban. Là maintenant, pour 4, joue un perso de ta main. En plus, c'est un personnage Seven Warlord Lock. Maintenant, tout le monde fait ça. Bleu, c'est son nouveau game design. C'est jouer des personnages de ta main. Donc ça me choque pas plus que ça. Ça va rajouter du support pour des decks qui marchent pas trop, enfin, qui sont pas très représentés. Je pense notamment à Jimbe ou à certaines versions de Nami qui jouaient Seven Warlord. Donc pourquoi pas. Une carte par contre qui m'inquiète beaucoup plus, c'est Raigo ou Kingdom Come. Une carte qui a été bannie. Alors, je crois que c'est OP5, c'était la ban où Sakazuki avait mangé sa petite claque. Alors, Kingdom Come, c'est quoi? Kingdom Come, c'est une carte qui est sortie en EB1, carte rare, qui dit que c'est une custom card jaune Red Rock. Je m'explique. Pour 6, tu vas KO un personnage adverse, puis tu vas trash tous tes PV jusqu'à en garder un. C'est très fort, mais en même temps, actuellement, c'est potentiellement peut-être très nul. Je m'explique. Avant qu'on vienne qu'on dresse les fourches et qu'on veut me choper la tête. Kingdom Come Raigo, ça va être une carte qui va être jouée pour les decks jaunes pour clear les cost 10 en fan game. Donc le souci, moi quand je vois Raigo, je me dis, il y a beaucoup de decks maintenant, depuis ça fait 4-5 displays que Bandai met en place des cartes anti removal. Là, on va le voir dans l'OP15 qui sort notamment les AP commencent notamment fin du mois et sort début avril. On a des cost 1, counter 2000 pour chaque couleur qui dit protège du removal. Sans compter les différentes cartes support qui sont sorties en archétype,
Strohat, Tachi Vert, Kobe, Dressrosa. Enfin, on a eu pléthore de cartes qui protègent du removal contre un autre trade, soit baisse la puissance, reste une carte, bottom un autre perso à la place. Bref, l'effet de chaos, il va être chiant dans certains decks qui n'ont pas prévu en amont dans leur construction de deck d'avoir une protection contre le removal. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est l'effet trash le top de tes points de vie et en garde-en qu'un. Il y a des decks qui ont vachement pour abuser de ça. Je pense notamment à Ener. Ener, dans la nouvelle version qui se joue avec les cartes de Thriller Bark. Ener, il va avoir gratuitement tous des bodies à sa trash. Ou en fait, je pense n'importe quel deck jaune qui va qui va jouer le package Thriller Bark va pouvoir abuser de cette carte qui est Raigo. Le package Thriller Bark, c'est des personnages qui sont sortis du coup dans l'OP14 qui vont pouvoir se rejouer de la trash lorsque on prend le perso en trigger ou en on KO. On pense notamment du coup, si j'essaie de vous choper les cartes, à Absalon. Absalon qui va être la carte qui va permettre de tuto. On a Kumasi qui est le counter 2000. On va pouvoir retrouver le Hogbag qui permet de rejouer des persos de la trash. Elle qui est juste un counter, enfin qui trigger rejoint un perso de la trash qui est bloqueur. Et la dernière carte c'est la Perona qui va venir freeze en boucle les personnages. Donc tous les decks jaunes qui jouent le package Thriller Bark va pouvoir jouer cette carte. Mais également les personnages de l'EB4, on a un nouveau leader qui sort. On pense notamment à la Bonnie. Bonnie 4 PV qui dit que lorsqu'elle a 1 PV, le leader gagne plus de 1000. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir pour 6 en early ou en fin de game, ça dépend contre quel deck tu joues. Pour 6, tu peux KO un cost 10 et ton leader il passe à 7000 permanent. Sachant que les couleurs jaunes, que ce soit Boa, que ce soit n'importe lesquels decks, ils auront facilement l'opportunité de venir se remettre des PV avec des Kuma, des Borsalino, des Zoro. On a les nouveaux decks également de. On peut penser au deck d'OP15, hein, notamment le nouveau Luffy jaune ou par exemple Calgara ou bref. Ce qui fait que le déban de Raigo, c'est un. Tout ça pour dire que Raigo, c'est un énième buff pour les cartes jaunes et un énième nerf pour les cartes bleues, sachant que les decks bleus, on va dire bleu pur, à part Kuzan, il n'y a pas trop de decks qui sont jouables vraiment. Parce que généralement, ce qui va être joué en bleu, ça va être Nami et Boa, qui vont surtout jouer sur la mécanique de jaune, et le bleu, ça va vraiment être des cartes de contrôle. Donc le fait de remettre Raigo, on ne sait pas. La carte a déjà décollé à des prix fous sur le card market. On peut déjà avoir des gens qui vendent la carte à 10 euros. La carte est un peu descendue, elle est à 4-5 euros. Sur le marché américain, on n'en parle pas parce que c'est des grands malades au niveau des prix. Donc voilà. Et la banlisse, c'est tout. On a des actes manqués un petit peu sur la banlisse. Franchement, c'est un buff pour jaune. Pudding, dans tous les cas, c'est une carte qui est problématique. Si tu joues, elle était là pour te prévenir de certaines situations, ce deck qui abusait de certaines mécaniques, mais en même temps, elle pouvait être très frustrante pour les autres couleurs qui n'en avaient pas, mais ça faisait partie de l'identité des cartes bleues, donc à voir. Les cartes que je pense qu'ils auraient pu ban en prévention, faire une pré-ban, parce qu'on a déjà eu des pré-ban en fait sur One Piece. En banlist de prévention, il y a un événement vraiment que j'aurais bien voulu que Bandai fasse les choses en prévision de ce qui va arriver, notamment avec l'arrivée de EB4 avec le Borsalino. Ça aurait été de ban Quasar. Donc, parce que vous avez à l'écran, c'est pas le même nom parce que c'est les cartes issues du Simu. Voilà. Mais l'event Quasar, en gros, c'est un event qui dit en trigger, joue un cost 5 de ta main. En gros, ça permet dans certaines stratégies, à travers Diori et Mamignon, de facilement placer cet event pour jouer le nouveau Borsalino et facilement on curve de se remettre des PV. Donc c'est chiant. Franchement, c'est chiant qu'ils l'ont pas ban. Après, le Bandai, ça leur est déjà arrivé de faire, avant que les cartes sortent, de la ban. Je pense notamment à Reject. Sauf que au niveau de leur intérêt commercial, je pense c'est logique qu'ils n'ont pas ban Borsalino. Parce que la carte n'est pas encore sortie, c'est nécessaire, la carte est hype, la carte est forte, donc les gens vont vouloir l'acheter et ouvrir des packs. Donc en termes purement commercial, je comprends qu'ils n'ont pas ban la carte, mais en prévision de ça, pour venir donner
assainir un petit peu le format et rendre ça un petit peu plus agréable à jouer, de ban l'event. Ils l'ont pas fait. C'est-à-dire que tout le deck jaune va pouvoir profiter de ce buff et jouer le package Egghead plus event. Donc voilà. On n'a eu aucune carte qui aurait été pair ban. Donc le fait de. Un truc qui aurait pu vraiment être sympa. Si, à la rigueur, ils ne veulent pas toucher l'event Quasar qui remet Borsalino. Un truc qui aurait pu très bien faire, c'est. Parce qu'il y a beaucoup de decks jaunes qui peuvent jouer ce package. Donc faire une paire leader n'aurait pas suffi. Ou même une restriction again. Ils ne vont pas errata une carte qui n'est pas à sortir. Donc ça aurait pu être. Par exemple, tu peux pas jouer Iori ou Mamignon en même temps que l'event ou Borsalino, dans le cas ils n'ont pas voulu toucher l'event. Mais bon, je ne sais pas. Cette banlist, on voit qu'ils voient la rotation en amont. Il y a beaucoup de changements qui vont être faits. On a la rotation, on a cette banlist du coup qui va bannir Pudding. On a le format qui va grandement changer. On a beaucoup d'archétypes, beaucoup de decks vont se power creep les uns par les autres. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans le compétitif. Donc la banlist, elle est ce qu'elle est. Voilà, donc ça, c'était les différentes la première vague de news par rapport au World. J'espère que la vidéo, elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner. Je vais essayer de mettre beaucoup plus en place ce format un petit peu d'actualité compétitive sur le jeu. On va parler de beaucoup de sujets sur la chaîne. Récemment, j'ai également sorti du gameplay sur différents decks qu'on peut faire en remote. Il y aura également des decks qui vont sortir en simulateur. Donc j'ai également mis dans l'espace post un sondage pour que vous puissiez donner votre avis sur le type de gameplay que vous souhaitiez voir. Soit du remote, soit du gameplay en local, soit du simulateur, soit du commentary. Donc n'hésitez pas à répondre sur le post qui se trouve sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront et merci aux personnes qui ont déjà pris le temps de le faire. À très bientôt pour un nouvel épisode de J2B. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va traiter on va tirer un peu plus sur le gras des actualités. On va regarder beaucoup plus les cartes qui vont sortir en amont. Et voilà. Merci à tous. C'était Vexy. À une prochaine. Tchuss, tchuss.